Laurent Roland Tourniquet, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. La veste, c'est de quelle couleur ce matin? C'est pas du jaune, c'est pas... je sais pas. C'est à vous de dire la couleur. Vous savez apprécier les couleurs. Allez, très belle veste en tout cas ce matin. On va démarrer par Dynamisme Info qui aborde l'un des faits d'actualité ayant marqué la fin de semaine écoulée et tout le week-end d'ailleurs. Nous sommes donc à l'Assemblée nationale avec le retour de Kherouma. Désormais, dit Dynamisme Info, quand le député titulaire, j'y arrive tous, le suppléant sursaute. Non, je crois qu'on a vidé cette question depuis, en fait, on l'a vidé à 2 ou 3 reprises déjà sur ce plateau. Je crois que les faits nous donnent raison aujourd'hui de ce que, oui, il y a soit une volonté politique de mettre quelqu'un forcément à la retraite politique, ou bien peut-être dans une certaine mesure qu'il y a une volonté de contenter un ancien fidèle des fidèles, et donc on a fait l'effort de rester à l'écart de toute la situation pour montrer qu'en réalité que c'est la Cour constitutionnelle qui a dit le droit et que nul ne saurait s'opposer à la Cour constitutionnelle, qui est le dernier recours, bien évidemment, concernant les contentieux électoraux législatifs et présidentiels. Alors, quand on regarde un peu, je l'ai dit, je disais que si Jean-Pierre Yabredou avait encore un peu de dignité, il aurait dû démissionner depuis et laisser sa place à Hervé Roumain, plutôt que de connaître cette humiliation, parce que moi j'appelle ça tout simplement de l'humiliation dans une certaine mesure. Et quand on regarde un peu la situation qui a prévalu, je crois que j'ai discuté avec des jeunes de l'institution électorale, Ouenriz et autres, j'ai écouté des jeunes, j'ai écouté des choses que je ne me permettrai pas de dire sur un plateau de télévision, mais c'est que déjà ces personnes aussi avaient compris que les dés étaient pipés depuis. Et donc, Jean-Pierre Yabredou, peut-être peu ou prou, a constaté, a senti que on le préparait à une retraite politique anticipée, en griffe peut-être. Et donc, peut-être que pour ça que lui-même n'aurait certainement pas mouillé le maillot. Il n'aurait pas, parce que moi je n'étais pas sur le terrain pour savoir, il n'aurait pas mouillé le maillot pour les législatives de 2023 et qu'il aurait peu ou prou indirectement appelé à mobiliser les forces pour d'autres formations politiques. Je n'ai pas les preuves, c'est pourquoi je dis il aurait. Mais quand on regarde aussi déjà, je l'ai dit, je l'ai dit encore ce matin, moi déjà, parti du positionnement de la liste, des noms sur la liste, déjà j'avais déjà commencé par dire, attention, il doit y avoir un problème qui se prépare, c'est quelque chose qui se prépare. Je crois que nous sommes en plein dedans, les faits nous donnent raison, une fois encore, et je crois que ceux qui restent encore, qui sont sur le terrain politique aujourd'hui, doivent pouvoir réfléchir par mille fois pour se dire, mais quelle est la stratégie qu'on pourra mettre en place, moi, à mon tour aussi, pour me sortir du système. Et il doit pouvoir être très éveillé, plutôt que de dormir sur le laurier et penser que oui, ils ont tout de go. En tout cas, ils ont déjà tout et que rien ne saurait se passer. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Ce n'est pas parce qu'il faut aussi dire, préciser à certains, ils vous diront que oui, Kherouma est reparti à l'Assemblée nationale, et si même je suis député à l'Assemblée nationale, parce que ce dont je veux parler, je parle aux députés qui sont encore en poste actuellement à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que Kherouma a été au gouvernement, est revenu prendre son poste à l'Assemblée nationale, que vous aussi, député, on vous nomme ministre, vous allez penser que c'est déjà... en tout cas, un plat tout fourni pour vous, et que vous allez virer au gouvernement et revenir facilement à l'Assemblée nationale. En son temps, on trouvait encore des mécanismes pour bloquer. Donc, il y a un ensemble de jeux politiques auxquels on peut assister jusqu'en 2026, parce que peu ou prou, il y a des éléments qui peuvent être éléments perturbateurs à un moment donné, qu'il faut chercher peut-être à affaiblir politiquement. Il y a d'autres qui sont éléments là qu'on pourra renforcer, parce que eux, on aura besoin d'eux à un moment donné, et eux, ils seront peut-être, ils accepteront jouer certains rôles de faire valoir ou de venir oui. Donc, c'est un jeu, dans tout ça, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. En tout cas, cette décision donc rendue par la Cour, c'est le jeu politique et tout peut arriver. Qui vous conforte, Laurent Roland Tourniquet, dans votre analyse de départ. Hervé Roumain n'agit pas seul, n'agit pas sans la caution donc morale du maître à penser. Je le dis clairement, et je le dirai devant caméra. Je dis, Roumain ne pouvait pas faire tout ce qu'il a fait sans une caution dans l'ombre. Ce n'est pas possible.
Romain, politiquement, a connu son ascension grâce à quelqu'un qui est Patrice Talon, que nous avons connu. Romain avait des liens avec Patrice Talon. Je n'irai pas dans les détails. Et donc, son ascension politique, il la doit à quelqu'un. Mais il appartient tout de même encore à un parti politique. Mais on a constaté que dans le cheminement de cette situation, on n'a pas vu une réaction des proches de celui-là qui l'a fait politiquement, encore moins une réaction de son parti politique qui est resté assez muet sur la question. Cela suppose que, en réalité, on disait, c'est une manière de dire, en son temps, vous allez voir les arguments qu'on va développer après. Ce n'est pas nous. Il a pris l'initiative et la Cour lui a donné raison. C'est toute la réponse qu'on donnera désormais dans les argumentaires que vous allez voir les gens développer. Alors, un mot par rapport à la réaction donc, du désormais ancien député, Yarouédéou. Je suis pour le Bénin que je continuerai à bâtir à vos côtés. Oui, on connaît le parcours de Janvier Yarouédéou. Et on s'est étonné de ce que peut-être depuis 2016, il est resté assez discipliné ou assez soumis. Discret, ou non, pas discret. Moi, je pense que j'utilise des mots qui me sont propres, ça peut les choquer. Mais on connaît le parcours de Yarouédéou sous Mathieu Kérékou. On connaît son parcours sous Yahi Boni. Mais à un moment donné, on constatait que ce monsieur, loin d'être discret, est devenu très soumis. On connaît sa verve, discipliné et soumis. Et maintenant, est-ce que cette situation va l'amener maintenant à reprendre son ancien manteau qu'on lui connaît de dénonciateur, de mauvaises manœuvres au sommet du pays? Est-ce que cette situation va l'amener maintenant à retrouver son combat, véritable combat? Parce que chaque citoyen politique, chaque acteur politique a un combat précis. Et quand vous regardez l'un dans l'autre, ceux dont on parle depuis quand on dit ça aujourd'hui, dans la grande masse, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont précis dans certaines situations pour certains combats. On va voir peut-être un certain Azanaï qui est toujours dans sa logique et qui ne change pas. C'est-à-dire que parfois, il fait profil bas, là, on peut avoir le fond pour participer à la gestion du pays avec le gouvernement, il profite un peu et après, il reprend son manteau de rebelle. Donc, il y a peu pour ces personnes-là qui nous ont manqué, malheureusement, de 2016 à aujourd'hui. Est-ce que la situation aujourd'hui va ramener, va réveiller peut-être Janvier Yarouédéou pour qu'il retrouve son combat, véritable combat qu'on lui connaît dans ce pays? On attend de voir. Toujours est-il qu'il a remercié le chef de l'État. Il a parlé d'éthique en politique. Je crois que avec le temps qu'on connaît, à ce qu'on sait, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut nous parler d'éthique politique? Est-ce que politiquement aussi, de 2016 à aujourd'hui, est-ce qu'il a fait preuve d'éthique en ayant le courage de prendre la parole? Tout ça, l'un dans l'autre, on comprend que oui, quand les situations changent, et quand la cadence change, les pas de danse changent. Changer également les pas de danse. On peut peut-être assister parce que 2026 se prépare et donc il y a certainement des gens qui vont se révolter contre peut-être des manœuvres pour mettre en place le après nous, même si c'est dénoncé avant sous Bouniaï, c'est qu'aujourd'hui tout se fait pour que le après nous soit le nous encore. Et donc, est-ce qu'il n'y aura pas des éléments perturbateurs en griffe? Vous pensez qu'on cherche à se débarrasser justement de ces éléments perturbateurs dont pourrait faire partir Janvier Yarouédéou? Peu ou prou, il y a des acteurs politiques qui vont accompagner Patrice Talon jusqu'en 2026. D'accord? Mais il y a des gens, prenez date, on est aujourd'hui lundi 15 mai, il y a des gens, vous allez voir à partir de 2025, vont totalement se désolidariser de lui. Ils peuvent se désolidariser et après faire un virage à 360 degrés, revenir à la maison. Et revenir à la maison pour dire, mais écoutez, c'est ça. Donc, l'un dans l'autre. Il y a aussi ceux-là qui iront en mission, parce qui feront semblant d'être contre Patrice Talon, mais qui iront en mission dans d'autres formations politiques pour déstabiliser d'autres formations politiques et après revenir à la maison. On fera tout le jeu, tout ça là, les gens doivent se préparer à tout ça. Donc je pense sincèrement que oui, on l'attend sur le terrain pour voir si réellement il va retrouver son combat. Ou bien certains disent qu'il pourrait être nommé ministre. Ce n'est pas impossible. J'allais suggérer. Mais oui, pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais là aussi, c'est ce que je dis. Un ministre tient son pouvoir d'un chef, le président de la République. Il ne peut rien faire sans la volonté du chef. Quand il le fait, le chef peut le décharger en 24 à tout moment. D'accord? Par contre, le député, à un moment donné, a un mandat. Évidemment. Et ce mandat, nul ne saurait écouter ce mandat si on ne le surprend en flagrant délit d'un crime ou d'une situation. Et donc, de ce point de vue, il tire son pouvoir du peuple. Et à tout moment, il peut bloquer des votes parce qu'à lui seul, il peut décider de voter contre telle loi ou telle proposition ou telle situation, volonté du gouvernement. Donc là, il n'a plus ce pouvoir. Même si le nom ministre, c'est qu'il n'est pas, il fera peut-être, il est
est obligé d'être soumis à un chef. Même si ce cas de schéma quand même serait, il faut l'avouer, Laurent Toninquès, des plus surprenants. Parce que quand on analyse bien la situation, on se rend compte qu'il y a un malaise au niveau de ce parti politique, au niveau de la mouvance de manière générale. Il y a malaise dans tous les partis. On aurait pu s'entendre tout simplement voilà, au niveau du parti politique sans avoir à aller justement devant la Cour pour statuer sur cette situation. Oui, c'est pour vous dire quoi. Je l'ai toujours dit. Est-ce que Abdoulaye Biotchane et Joseph Jobin sont véritablement les patrons de BR et de l'UPR? Posons-nous la question. Et si vous regardez un peu ce qui se passe, démission d'un parti à un autre, sans que les chefs n'aient le courage de faire des remontrances à leurs militants. Ça veut dire que quoi? Au-delà de ces chefs de ces partis, il y a certainement un chef quelque part. Et suivez mon regard, ce chef, à un moment donné, quand les gens se sentent très proches de ce chef, ils sont capables de défier. Donc vous pensez que c'est le chef qui encourage justement la pagaille? Je ne dis pas que le chef encourage la pagaille, mais je dis le chef, ce chef peut-être qui est dans l'ombre, qui est au-dessus des autres chefs, en réalité, quand les gens se sentent en confiance avec lui, il se permet tout. En fait. Il se permet tout. D'accord. Sur le même sujet, le Devoir écrit ce matin, Laurent Toninquès, décision DCC 23-168 du 11 mai 2023. Une démission peut-elle produire les effets d'une suspension et de poursuivre? Plus personne ne cherchera à être suppléant. La guerre sera désormais mortelle entre les potentiels candidats. Oui, d'abord, nous sommes sur un terrain. En politique, nous sommes sur un terrain où il n'y a pas d'éthique déjà. D'accord? Tous les coups sont permis. Mais quand on regarde avec cette loi aujourd'hui, ça crée un contentieux politique qui va durer dans le temps. D'ailleurs, même dans la localité où les deux personnalités ne sont pas été élues, j'apprends déjà qu'il y a un problème de division. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs camps qui s'affrontent. Les mêmes jeunes qui ont travaillé pour les deux candidats, aujourd'hui se retrouvent être adversaires. Et donc, il y a un problème. Et donc, dans toutes les circonscriptions électorales, ceux qui sont suppléants et qui ont pris les places des titulaires vont commencer à réfléchir. Et ceux qui sont titulaires à l'Assemblée nationale ne voudront pas à tout prix laisser leur place à leurs suppléants parce que ça peut se retourner contre eux à tout moment. Donc, l'un dans l'autre, c'est un problème qu'on crée en réalité et qui peut à tout moment être source de tension dans nos localités, dans les circonscriptions électorales. Et ça va être difficile de combattre les brèches pour régler ces problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu avec Romé et Yarouedou, ça doit interpeller plus d'un pour dire, mais cette dissolution qu'on a mise dans la loi, est-ce que cette dissolution construit ou bien détruit nos communautés? Si cette dissolution ne construit pas nos communautés et doit contribuer à la division dans nos communautés, il va falloir trouver un mécanisme, en tout cas, revoir la loi sous une autre forme pour éviter de créer des contentieux à l'avenir. Alors, sur le même sujet, c'est l'actualité du moment. Info Matin écrit, pour aller dans le même sens que vous d'ailleurs, je pense, donc décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, la polémique, la conséquence d'une loi votée nuitamment. Oui, moi je m'amuse souvent à dire On revient sur la loi en fait. Oui, mais je m'amuse souvent à dire que la révision opérée en 2019 nuitamment, c'est comme si les gens avaient une pression et qu'il fallait vite faire parce que pour que le jour ne le supprime pas. Et quand on a vu au finish cette révision qu'on voulait opérer, qu'on nous a vanté à tout prix, qu'on nous a montré, qu'on a défendu à tous les niveaux pour montrer que c'est la meilleure constitution qu'on aura désormais, on constate qu'il y a des problèmes au niveau de cette constitution. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains appellent aujourd'hui à revoir encore cette même loi. Ce que je vais dire peut-être pour conclure, pour dire, c'est que votons des lois pour la postérité et non des lois pour le temps, le présent, c'est-à-dire que le moment où nous sommes là. Parce que dans toutes les situations, quand vous regardez, toutes les lois qui ont été votées jusque-là, il y a des lois, ces lois règlent un problème aujourd'hui. D'accord? Voilà. Mais est-ce que dans l'avenir, ces lois peuvent continuer à régler des problèmes au plan politique? C'est là la question. Et on se rend compte que déjà, on a commencé par avoir des problèmes. C'est dans ce pays que les mêmes ont voté la loi pour la réforme de la décentralisation au niveau des élections communales. Et c'est les mêmes personnes qui ont été obligées de retourner à l'Assemblée nationale. Incapables de l'interpréter. Qui ont été obligées de retourner à l'Assemblée nationale en plein processus électoral pour modifier encore une loi. Ça veut dire que quoi? Les députés de la 9e aujourd'hui doivent pouvoir prendre le temps de lire les lois, de relire et d'associer les spécialistes. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité mais qui maîtrise le droit au chef de l'État que cette minorité est censée tout connaître. Attention, il y a deux personnes,
on peut même soumettre ça à des étudiants en droit qui peuvent mieux ressortir les faiblesses de ces lois pour qu'on les renforce à jamais. Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui sont à la prison qui maîtrisent, qui sont des juristes, et la loi sort de leur cuisine, bien, et puis après, on brandit ça à l'Assemblée nationale, et puis les gens, parfois, nos députés, c'est vrai, hein, il y a des lettrés, il y a des demi-lettrés, il y a même des illettrés, pas mieux, qui m'en excusent, mais c'est la réalité. Et malheureusement, il n'y en a pas mieux qui sont à l'Assemblée, rien que pour lever la main. Il faut qu'on fasse plus attention, en tout cas, à ces lois parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, Ordonné Dati et sa clique, je les respecte. Mais il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale, au cours des plénières, il suffit seulement qu'Ordonné dit c'est une bonne loi. Faut qu'il lève la main. Et il faut que Gérard Benochi dise que c'est une bonne loi. Et qu'il dise, mais c'est bon, oui, c'est bon. Mais, ah, bon, allez, si ça. Moi, je vais voter. Hein. Ah non, je vais voter. On suit un peu le débat. Et après, il lève la main. C'est à croire que vous êtes au Parlement, Laurent Roland-Tonnet. Non, mais allez, voir. Restons au Parlement, en tout cas. Restons au Parlement. Et retournons à la une du quotidien Dynamisme Info ce matin. Désignation au sein des parlements régionaux et institutions de la République. La posture bénéfique que les députés LD devront adopter. Oui, les députés LD doivent faire attention, très attention, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ils ont rejeté beaucoup de choses. Et quand on parle des postes au plan régional, c'est beaucoup d'avantages. Et les gens qui veulent tout se servir avec cupidité en prenant tous les sièges au niveau des commissions, dans certaines mesures, ces personnes peuvent toujours vouloir tout contrôler. Parce que d'ailleurs, même pour la 8e législature, ils se sont partagés ça entre eux. Ils connaissent combien est-ce que c'est doux, comment c'est avantageux. Et donc, c'est à eux maintenant, c'est aux démocrates de faire attention. Moi, je dis que au-delà de ce qu'on peut revendiquer, il faut parfois, dans des cas précis, faire l'âne pour avoir le fond. Autrement, vous avez en face de vous des gens assez, excusez le terme, mais assez cupides, qui veulent qui veulent s'accaparer de tout. Et quand vous avez des gens comme ça en face de vous, parfois vous faites l'âne pour avoir le fond, pour pouvoir maîtriser. Parce qu'au niveau des instances régionales, c'est que quand vous êtes présent là-bas, vous avez aussi la possibilité de dénoncer certaines choses à ce niveau-là, pour que les gens vous écoutent. Mais si vous, opposant, vous n'êtes pas représenté là-bas, les mouvanciers iront de là-bas chaque fois dire que tout est rose. Et vous serez là parce que vous serez au plan interne. Et au plan interne, ce n'est que l'actualité. Les bénéficiaires qui vous comprennent. Au plan interne, les gens aussi ont des problèmes dans leur pays. Ils ont tellement de problèmes dans leur pays pour s'asseoir, pour allumer les télévisions béninoises ou bien les stations radio béninoises pour écouter ce qui se passe. Donc, il va falloir qu'eux-mêmes fassent profil bas dans certaines mesures et négocient. C'est la meilleure option. Alors, avec Dynamisme Info, on parle également ce matin d'entente FCBE, les démocrates. Donc, on reste avec le parti LD. Le grand rôle à Boni Yayi, le leader voulu des deux côtés, selon Dynamisme Info. Est-ce que les démocrates et le parti FCBE de Paraguay peuvent s'entendre? Deux partis de l'opposition, il faut le préciser. Oui, en fait, je le dis, pour moi, de ma position d'observateur, je pense que ça va être un gros risque pris par les démocrates. Parce que Paul Rompé, son parti FCBE était bien reconstitué en éjectant les autres pour une mission précise. Aujourd'hui qu'il a fini sa mission, il a pu avoir quelques mairies et que au thème des élections communales et législatives, sa vraie force a été démontrée. On connaît qui est qui dans le pays. Associer quelqu'un comme Paul Rompé dans une entente avec les partis démocrates, c'est s'exposer à des comportements de trahison, encore une fois encore. Moi, à la place des démocrates, je n'oserais jamais accepter qu'ils viennent autant participer. Si peut-être à distance, on peut faire les choses et ils soutiennent, d'accord, mais entendre pour qu'ils viennent s'asseoir avec nous, qu'on décide, qu'on prenne des initiatives, je pense que ça va être une de la plus grave erreur du Parti des démocrates. Il ferait mieux de peut-être aller chercher à négocier avec d'autres personnes, mais en prenant des initiatives sans pouvoir les mettre sur la table pour que tout le monde soit au courant. Et j'insiste là-dessus, des initiatives qui garantissent la paix. C'est très important. Assise nationale sur la croissance démographique, c'est un autre sujet d'actualité. La rupture a-t-elle un projet de pension pour les ménages? S'interroge Dynamisme Info ce matin. Laurent Roland-Tonnet. Pension pour les ménages, c'est vrai que dans le social, le plan social décrété par Patrice Talon, il y a des ménages qui reçoivent une cagnotte, qui devraient recevoir une cagnotte par mois. Et il y a aussi des collèges au niveau des élèves, des collèges, par exemple, des élèves filles qui reçoivent aussi une cagnotte. Et donc il y a aussi l'assurance maladie, autant de choses que le gouvernement prévoit à mettre en place. Donc
Je pense que oui, quand on parle de la démographie aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je me pose la question de savoir, oui, pourquoi le débat prend aussi tant cette tenue. Mais on attend de voir. Toujours est-il que moi je dis une chose, il ne faut pas suivre ce qu'un certain Macron a dit pour penser que oui, il faut revoir les naissances au Bénin. D'abord, combien d'enfants faisons-nous? C'est vrai qu'il y en a qui font tellement, mais ce n'est pas tout le monde. Il vaut mieux travailler, et j'insiste là-dessus. Travaillons à donner de l'emploi aux jeunes. Travaillons à créer des conditions pour l'entrepreneuriat, faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, plutôt que de penser que c'est les naissances qui font que nous souffrons dans ce pays. Ailleurs, les gens sont plus que nous, en occupant une superficie moindre que la nôtre, mais pourtant vivent mieux, parce que des conditions sont créées. C'est trop, moi je pense que c'est une fuite de responsabilité. C'est vrai que sur le sujet, le porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications. J'ai suivi ces clarifications. Précisant qu'il s'agit de parentalité responsable, de procréation responsable, et non à proprement parler de limitation de naissance. Oui, mais quand, il faut qu'ils utilisent les mots justes. Il faut qu'ils utilisent les mots justes. Et d'ailleurs, même quand vous parlez... Quand on parle de parentalité responsable, vous disiez si bien... Certains ont plusieurs enfants qui n'arrivent même pas à éduquer, qui n'arrivent pas à nourrir. Quand on parle de parentalité responsable, d'accord, j'ai fait un seul enfant, ok? Je suis salarié à Eden TV. Je suis peut-être à 300 000 francs le mois. Je vis bien avec mon épouse. Nous avons un enfant. Après, nous avons la possibilité, nous faisons un deuxième enfant. Ça, parce que mon salaire me permet. Ma femme aussi a une petite activité. Mais compte tenu de la morosité économique, son activité a chuté. Un jour ou l'autre, on m'a fait mon contrat. J'ai la difficulté pour éduquer ses enfants. On va me dire que c'est parce que je n'ai pas été responsable. Non, parce que les circonstances de la vie peuvent m'amener à un moment donné dans des difficultés. Ça, on peut le comprendre. Non, c'est ce que je dis justement. Donc pour vous dire quoi, le plus important, ce n'est pas parler de naissance. C'est parce que vous pouvez avoir 4 enfants, compte tenu de vos ressources aujourd'hui, mais demain vous vous retrouvez en difficulté parce que des situations de la vie ont pris par là. C'est pour vous dire quoi? Le gouvernement ferait mieux de créer des conditions de travail adéquates pour les populations, de créer de l'emploi, de mettre en place une infrastructure. Oui, mais qu'est-ce qui empêche de faire les deux? C'est-à-dire, pendant qu'on crée justement ces conditions, de demander aussi à sensibiliser à la parentalité responsable. Justement, donc plutôt que de s'attarder sur la parentalité responsable, travaillons d'abord sur... Oui, mais c'est en cours. Oui, mais c'est en cours. Oui, justement, c'est ce que je dis. Laissez parentalité responsable, aller créer les conditions pour les citoyens, créer de l'emploi dans le pays. Je pense qu'on en reparlera demain. Créer des conditions pour l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense qu'on en reparlera. Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? Quelle garantie on donne aux banques pour que les banques accompagnent les jeunes? Qu'est-ce que nous faisons pour que les jeunes qui créent de la matière? Qu'est-ce que nous faisons pour encourager les opérateurs économiques locaux pour qu'ils continuent à réussir leurs activités et à créer de l'emploi dans le pays? Quand on a fini de faire tout ça, on peut venir sur la rentabilité. Moi, je pense que c'est une fuite de responsabilité. Ma question, sinon ma préoccupation, c'est pourquoi on voudrait... Je comprends. Pourquoi on voudrait qu'on finisse de faire tout ça avant que de sensibiliser par rapport à la parentalité. Non. Alors, pourquoi ne pas faire les deux? Pourquoi ne pas faire les deux? Donc, ça veut dire que... Bon, je suis d'accord avec vous. C'est en cours. C'est en cours. Il faut faire les deux. C'est en cours. On y revient demain. On en reparlera demain. On en reparlera demain. On en reparlera demain, plaise au ciel. Il n'y a pas de souci, je suis là. On va peut-être finir maintenant par un tout dernier dossier. On reste avec Dynamisme Info, même si d'autres quotidiens en parlent ce matin. Alors, au niveau de Dynamisme Info, on peut lire découverte d'objets insoupçonnés sur le campus, ça craint pour la sécurité des étudiants. Il y a un autre quotidien qui s'est réellement épanché sur la question, le Chasseur Info donnant des détails vraiment inquiétants, il faut le dire. Sommation donc du bâtiment BID B inachevé de l'université d'Abomey-Calavi, le recteur Avlessi évacue 300 occupants illégaux dans le lot des étudiants, des délinquants, des individus n'ayant aucun lien avec l'université, des drogués, des ménages à enfants, on en parlait tout à l'heure, des couturiers, des vendeurs, des malades mentaux et plusieurs autres individus non identifiés. Laurent, je m'arrête là en fait. Oui, non, je crois qu'il faut remercier le recteur de l'université, il faut remercier les forces, tous ceux qui sont allés faire ce travail. Parce qu'il y a, je crois, il y a 2 semaines, j'étais sur le campus et quand j'ai voulu me promener un peu, je suis allé au niveau du bâtiment en question. J'ai vu que le bâtiment est inachevé, mais jusqu'en haut, tout est occupé. C'est habité, voilà. C'est habité. Et je me suis amusé à rester au niveau du restaurant
qui est construit au niveau des bâtiments BID là, pour voir un peu le mouvement. Et j'ai suivi un peu de mouvement. J'avais pratiquement vu jusqu'à 10 personnes sorties du bâtiment, d'autres sorties, d'autres rentrées. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce bâtiment est habitable pour qu'on voit des gens vivre là? Parce que déjà, vous allez voir les tenues séchées, un certain nombre de choses. Et j'avais voulu, la première réaction que j'avais eue, c'est que j'avais voulu faire un reportage, mais avec caméra cachée sur le site. Okay. Il s'avère qu'à un moment donné, après, je devais voyager et puis j'ai oublié. Franchement, j'avais oublié. Sinon, je l'aurais fait déjà avant même qu'on nous fasse. Et les gens diront que c'est peut-être moi qui les ai mis à nu, peut-être. Quand je suis revenu, après, ça m'a échappé, j'avais d'autres priorités. Et quand j'ai suivi l'information avant-hier, je me suis dit, ah waouh, il fallait faire ce travail-là avant. Mais bon, écoutez, déjà, je remercie le recteur qui a pu faire ce travail avec les forces de l'ordre. Il faut travailler à vider le campus de ces nids d'insécurité. Oui, on soutiendra les étudiants quand ils sont dans les revendications légitimes. Mais dans le même temps, on ne sera pas d'accord que l'université soit transformée en un haut lieu d'insécurité. Parce que quand ça commence, je n'ai pas d'enfants là-bas, je n'ai pas de petits frères à l'instant T là-bas. Mais toujours est-il que je sais qu'il y a des gens qui ont des parents proches. C'est vrai que même si je n'ai pas de frère, petit frère ou soeur à l'instant T directement, il y a peut-être des cousins, des cousines, des amis, des enfants, des amis. Et donc pour ça, je pense qu'il faut dénicher toutes ces personnes-là et les mettre hors d'état de nuit. C'est une bonne chose qui a commencé. Et ce n'est pas que ce bâtiment. Il faut aller fouiller au niveau même des bâtiments qui sont habités. Il y a des étudiants qui hébergent des amis qui ne sont pas étudiants et qui sont de moralité douteuse et qui viennent commettre des forfaits sur l'université. Déjà, chapeau au recteur. On parle de découverte de décompteurs, des armes blanches, des menottes, des cartouches de gaz, des armes destinées aux forces de sécurité et aux responsables justement sécurité du rectorat de l'UAC de préciser, sonorions OK, que déjà en 2018, nous avions découvert 7 motos volées soigneusement cachées au 3e étage du bâtiment. Vous imaginez voler des motos, amener ça au 3e étage. Et après, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent les motos pour les vendre dans les casses. Dans les pièces détachées. Oui, dans les pièces détachées. Donc, il faut les décourager. Je crois que c'est quand... et après ça, il faut maintenant... Et il y a aussi... l'insalubrité de l'université. Même si je félicite le recteur, je voudrais attirer son attention sur un fait. Les bâtiments BID sont dans la broussaille, la grande broussaille. Et quand les étudiants doivent quitter le bâtiment BID pour venir au petit portail, ils passent par une grande brousse au niveau de la clôture. C'est une source d'insécurité. Il va falloir que le recteur, après ce travail qui est fait, pour lequel on le félicite, se penche aussi sur l'assainissement de l'université d'Abou-Clavi. C'est très important. Il faut préciser par rapport à ce dossier que des étudiants ont été rencontrés hier également. En tout cas, puisque dans le lot, il y en a qui sont évidemment installés tout à fait normalement, qui sont des étudiants, qui ont leur place. Donc il y a eu une rencontre qui a eu lieu donc, avec ces étudiants pour clarifier la situation. Pour le bonheur de tous. Oui, il faut dire que sur la question, tous ceux qui sont sur ce bâtiment ne sont pas des délinquants. Voilà. On ne saurait dire que tous ceux qui étaient sur... J'ai vu des étudiants venir rentrer avec des sacs, des cahiers. Il y a des gens qui ont quitté loin. Il y a des intrus, en fait. Il y a des gens qui ont quitté loin, dont les parents n'ont pas les moyens et qui ont peut-être eu la volonté de rester là, parce que ça leur permet d'étudier. Mais il y en a qui aussi ont pris l'argent chez les parents pour louer à Zobadia ou je ne sais quoi, qui ont bouffé, mais qui sont là et aussi qui se mettent en difficulté. Dans l'un, dans l'autre, il y a de ces étudiants, il faut se pencher sur les cas. Cela montre que réellement, il y a un problème de résistance pour les étudiants. Il va falloir se pencher sur la question. Je ne sais pas en l'état pourquoi est-ce que ce bâtiment n'est pas achevé jusque-là. Et c'est là de ça qu'on parle. Les mêmes personnes qui ont géré cette affaire. Je ne vais pas citer des noms, ils se connaissent. Ils sont encore là à faire chanter la gloire du pouvoir en place. C'est une aberration. Ces bâtiments, c'est des milliards. Et il y en a, écoutez, il y a un dont je veux taire le nom, mais dont la maison est dans un état de délabrement très avancé aujourd'hui, lui-même n'est plus de ce monde. Ces personnes ont péché contre ce pays. Ce n'est pas bien. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a encore qui continuent de pécher contre ce pays. Vanité des vanités. Je ne dis pas, vous pouvez vous enrichir comme vous voulez. Mais un jour, vous laissez tout, vous en allez. Absolument. Et je crois qu'il va falloir parfois que les gens aient de la pitié pour les citoyens béninois. Ce n'est pas bien. Merci à vous, Laurent Roland, Tonnerre.